Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. Pour cet épisode, je vous propose un derby, véritablement une vieille partie qu'on aime tous. C'est mort-vivant contre mort-vivant, roi des tombes contre comte vampire. Burmatiro est revenu jouer avec une armée à 1200 points, vu que c'est sa deuxième partie, avec un scénario que je leur ai proposé contre Julien, bien évidemment, avec ses rois des tombes qui revient avec son armée d'anthologie, sa première armée. Donc, ils vont vous présenter leur liste d'armées et je vais après vous présenter le scénario qui est un petit peu comme on aime parce que si on fait seulement mort-vivant contre mort-vivant, ça risque d'être assez lassant très rapidement. Donc, tout de suite, les listes d'armées. Bonjour YouTube, moi c'est Florian alias Buramatiro. Aussi aujourd'hui je suis revenu avec mes contes vampires pour essayer de lancer un petit scénario. David vous l'expliquera un peu mieux que moi. Et dans cette armée-là, devinez qui revient? Tonton Vargulf. On va voir si c'était de la malchance ou la malédiction de la figurine peinte qui l'a tué la dernière fois. À ses côtés revient le seigneur vampire qui n'est plus un héros, qui est vraiment devenu un seigneur, et qui lance une petite campagne pour retrouver l'anneau des Karstein, accompagné de son fidèle nécromancien. Alors, le seigneur vampire est dans son petit chausson de garde des cryptes. Le nécromancien est toujours dans ses zombies. Et il y a un petit pack de 12 ghouls à côté et un pack de Vampire Squelette. Et en unité mobile, j'ai pris 6 chevaliers noirs pour remplacer les émissaires d'Outre-Tombe qui sont morts la dernière fois. Et plus qu'une unité de 5 chiens. Là, l'objectif c'était avec les unités mobiles de contourner la ligne et essayer d'aller chercher les unités de siège ou les archers d'en face. Et avec les gros packs d'infanterie, d'affronter les packs d'infanterie roi des tombes. Voilà pour moi. Donc bonjour, donc Julien, le joueur roi des tombes. Du coup, moi je viens de l'Ain. J'avais voulu jouer un prince des tombes. L'idée c'est de faire une petite armée globalement assez équilibrée pour affronter de la troupe contre vampire. Donc j'ai fait un prince avec épée de frappe et armure de bonne étoile, donc avec une invulnérable de 5+. J'ai mis un prêtre tout simple niveau 1 qui est mon hiérophante et un prêtre qui a magie de Nekara et un autre prêtre de la lumière pour avoir un sort de la lumière qui fasse d'épopée du vampire en face. Ensuite, j'avais de la base avec 27 guerriers, armes de base, bouclier, armure légère et état-major. J'ai ensuite 10 archers avec juste étendard musicien, 2 fois 10 archers pour faire le chausson de mes prêtres. J'avais ensuite, et c'est là que c'était l'idée de taper de la troupe, j'avais 3 chevaliers de nécropole, pas enfouis sous les sables mais état-major complet, et un sphinx de guerre avec un rugissement ardent. Et ensuite une arche des âmes damnées, et j'étais pile poil à 1200 points. Voilà. Donc, pour le scénario de cette partie, comme vous l'avez compris, Burmatiro a déjà un petit peu de lore dans son armée. C'est un Lamian, c'est un seigneur vampire Lamian qui cherche à retrouver l'anneau des Von Karstein. Et tout simplement, il aurait trouvé une trace de cet anneau qui, je rappelle, a été volé par un voleur très connu impérial sous les ordres de Manfred, etc., etc. Et tout simplement, il aurait retrouvé dans le sud des principautés frontalières une vieille chapelle écroulée où il y aurait des traces d'où a été enterré le voleur avec ce fameux anneau des Von Karstein. Donc le but, ça va être un espèce de contrôle d'objectif avec chaque point gagné à chaque tour. Je m'explique. Vous avez sur la table, comme vous le voyez, 3 sites de cimetières. Vous en avez un à gauche, un à droite et un en plein centre. Le plein centre étant la fameuse chapelle détruite. C'est tout simple.
les contes vampires vont devoir occuper le terrain pour pouvoir marquer des réussites à chaque tour. Il n'y a pas de cumulatif en termes de régiment, c'est-à-dire que vous avez un régiment ou deux vers un objectif cimetière, à 3 pas autour, vous gagnez une réussite si vous réussissez à faire un jet en conséquence. Je vous donnerai après les résultats à obtenir. Si jamais par contre vous arrivez à rentrer dans la chapelle avec un régiment, vous aurez aussi des réussites gagnables à un certain taux de réussite. Attention par contre, s'il y a un héros dans le régiment qui est dans la chapelle, et bien là par contre les réussites seront beaucoup plus faciles à obtenir. Du côté des rois des tombes, ils sont là pour empêcher ce seigneur vampire de trouver des traces, des traces de l'anneau. Donc ils sont là à la fois pour le buter, parce que je rappelle que l'armée roi des tombes de Julien est à la base basée sur les armées de Khalida, donc ça va très très bien, Lamian et Khalida ils se détestent tous les deux, c'est génial. Et tout simplement, les rois des tombes vont donc être là pour contester les objectifs de cimetière en restant à 3 pas autour des contes vampires, parce que s'ils sont à un régiment chacun, bien entendu qu'il ne peut pas y avoir de tentative de réussite. Et si jamais la chapelle au centre est occupée non pas par un conte vampire mais par une unité roi des tombes, eh bien ils auront aussi la capacité d'avoir des réussites. Mais ces réussites-là seront en fait des malus pour le conte vampire. Donc, une unité conte vampire ou plusieurs sont à portée de 3 pas des cimetières à gauche ou à droite, eh bien, ils jettent 2 dés en fin de tour, et sur un 6, ils obtiennent une réussite. Ouais, c'est pas si facile. Si jamais il arrive, Burmatiro, à mettre une de ces unités contre vampires dans la chapelle, eh bien là, par contre, ça change. Si c'est une unité qui est dans la chapelle, il va jeter 4 des 6, et sur des 6, il va réussir en fin de tour. Attention par contre, si, comme je l'ai dit, il y a un héros contre vampire dans le régiment qui est au centre dans la chapelle, il va toujours jeter 4 des 6, mais il aura des réussites sur 4+. Ça va être assez costaud quand même en termes de points de réussite. Il faut qu'il y arrive avant. Par contre, les rois des tombes ne peuvent pas marquer de réussite, enlever des points donc à Burmatiro sur les cimetières. Malheureusement, c'est tout bénef pour le contre vampire. Donc il va falloir vraiment être très défensif d'un côté et assez agressif de l'autre. Mais si jamais les rois des tombes arrivent à mettre un de leurs régiments dans la chapelle, quel que soit le moment de la partie, eh bien en fin de tour, ils jettent 3 des 6, mais sur 5+, ils enlèveront, qu'il y ait héros ou pas héros, ils enlèveront des réussites au conte vampire. Je sais, ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais je vous assure que c'est tout à fait compréhensible une fois que la partie est lancée. Comment ça fonctionne pour les réussites et les points de victoire, etc. C'est tout simple. Si le conte vampire est entre 0 et 6 réussites, eh bien tout simplement, c'est une victoire des rois des tombes. Donc en plus, le conte vampire doit être extrêmement offensif. Si par contre ils sont entre 6 et 8 réussites, si par exemple le conte vampire arrive à en mettre plusieurs et que le roi des tombes arrive peut-être à lui en enlever ou pas, eh bien là c'est une égalité. Entre 6 et 8 c'est une égalité. Donc 0 à 5, pardon je suis gouré. De 0 à 5 c'est une victoire des rois des tombes. De 6 à 8 c'est une égalité. Et si jamais les contes vampires sont à 9 ou plus réussites, eh bien alors là par contre, même s'ils sont annihilés, c'est une victoire des contes vampires parce qu'ils auront trop eu de traces, trop eu de preuves pour avoir l'anneau, ils auront trop trouvé de réussite. Donc voilà, ça c'est le scénario, c'est une bataille à 1200 points parce que c'est un petit gabarit, Burmatiro n'est pas encore prêt pour faire des grosses batailles, il préfère aller à son rythme et il a tout à fait raison de faire ça. Donc j'espère que ça vous plaira, c'est parti pour le rapport de bataille. Donc pour ce rapport de bataille, le déploiement des contes vampires se passera face caméra, tandis que les rois des tombes seront juste un petit peu. Oui, je vais tenter de vous faire un rapport de bataille sans vision stratégique à 90 degrés au-dessus. J'essaye. Donc les contes vampires, comme vous le voyez, se déploient avec le vampire et ses gardes des cryptes en plein centre. À gauche, les ghouls, à droite, les zombies avec le nécromancien. Sur l'extrémité du flanc gauche, le vargulf et les guerriers squelettes. Et sur l'extrémité du flanc droit, les chevaliers noirs. Pour la magie, le seigneur vampire est un niveau 1 et a eu la danse macabre, ce qui lui permettra d'avancer et en plus de relancer les touchés, ce qui est très pratique. Et sinon, le nécromancien, bien sûr, a eu le Néec. Pour ce qui est des rois des tombes, le déploiement de Julien est assez miroir. Il met son bloc de guerriers squelettes avec son prince et ses 2 régiments d'archers squelettes avec les prêtres en plein centre. Sur son flanc droit, il met les chevaliers nécropoles. Sur son flanc gauche, son sphinx. Et derrière, à l'arrière un petit peu de son flanc droit, il met l'arche Zamdané, bien évidemment, pour qu'elle puisse bourriner. Pour ce qui est de la magie des rois des tombes, eh bien, le hiérophante qui est à droite du prince eh bien, avait le primaire de Neekara, car il est obligé d'avoir Neekara, mais le deuxième petit prêtre niveau 1 a le regard embrasé de Shem, sans compter également l'arche qui possède sa magie.
Le premier tour sera pour les rois des tombes à cette partie. Donc on va voir un petit peu qui c'est qui va être le plus offensif et qui va empêcher ou réussir ce rituel. Donc pour ce qui est des mouvements, l'avancée des rois des tombes sera parfaite et tout à fait organisée. Je vous rappelle que les rois des tombes ne peuvent pas faire de marche forcée. Le sphinx, les lignes d'infanterie et les serpents, comme vous le voyez, avancent de concert, laissant la machine de guerre à l'arrière, qu'elle pourra un petit peu blaster ce qu'elle veut en face, pas de souci. Pour ce qui est de la magie, ça sera un 2 et 1. Pas génial en termes de magie, mais par contre, l'Arche Zemzalé donne 3 dés directement à Julien, ce qui est très 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 pratique. Donc, le petit prêtre de Lich va balancer un petit regard embrasé de Shem sur les loups. Ça fait quand même 2d6 touches force 4 dans la tronche, hein, donc ça va faire assez mal. Il va buter 4 loups funestes sur 5, c'est assez violent. La lumière morte sera ensuite tentée, lumière morte donc de l'Arche Zemzalé sur le Vargulf, bien évidemment. Et c'est incroyable, c'est d'une violence extrême. Je rappelle que le Vargulf est un très mauvais commandement. Et Burmatiro a un petit peu oublié ce fait-là. Il l'a mis trop loin, beaucoup trop loin de son Seigneur Vampire à commandement 10. Ce qui fait qu'il doit tester à 3D avec un commandement pourri de 4. Et il ne va perdre que 3 PV sur 4 avec son Vargulf, avec 3D. Franchement, il s'en sort vachement bien. Mais le Vargulf a un seul PV, va être très compliqué d'être rattrapé. L'Arche Zemzalé ne rebondira pas. Pour ce qui est des tirs, eh bien, les archers vont terminer les loups funestes, bien évidemment, et les autres archers tenteront de tirer sur le Vargulf sans succès. Donc un premier tour qui annihile déjà un régiment de contes vampires, ça pose un peu problème, hein, on va pas se mentir. Pour ce qui est du tour 1 des contes vampires, vu que leurs loups ont fait leur avant-garde et sont fait directement buter avant même qu'ils ne puissent faire quoi que ce soit, il faut faire une avancée totale hein, quand on joue en conte vampire. Donc le Vargulf va, avec le fait qu'il peut faire une marche forcée, lui, parce qu'il est vampirique, et que tout le reste des morts-vivants sont à portée de 12 pas de leur général, donc tout le monde chez les contes vampires peut faire une marche forcée, eh bien tout le monde avance de concert, toute la ligne d'infanterie avance en pleine ligne juste devant la chapelle écroulée pour les gardes des cryptes avec le vampire. On sent le plan de Burmatiro de mettre le vampire et les gardes des cryptes à l'intérieur, flanqués de tout le reste. Il avance juste ses chevaliers noirs pour se mettre à couvert et plus surtout pour avoir une petite position défensive et pouvoir charger sans aucun problème au tour 2. Le Vargulf fait le grand tour, hein, comme je vous l'ai expliqué. À la magie, il fait un 4 et 1. Eh bien, c'est tout simple, il va balancer la danse macabre de Vanel. Il lance la danse macabre de Vanel, donc le fait de faire un mouvement jusqu'à 8 sur le régiment de garde des cryptes avec son vampire. Il le réussit, la dissipation ne sera pas réussie du côté de Julien, et tout simplement, les gardes des cryptes rentrent dans la chapelle. La chapelle compte comme une ruine qui annule les bonus de rang. Mais si jamais vous allez au contact d'une unité dans le bâtiment, dans la ruine, avec un autre régiment, vous perdez aussi vos bonus de rang, question que ça soit égal. Et bien en fait, directement, nous terminons le tour 1 comme ça, parce que le Néex sera loupé derrière malheureusement avec peu de chance. C'est un petit peu comme ça que ça se passe. Et tout simplement, la fin du premier tour se fera avec les premiers tests de Burmatiro. Il possède les guerriers squelettes et les Vargulfs sur le cimetière à gauche. Il teste avec 2d6, il ne fait aucun 6 en réussite. Et il teste avec les 4d sur le centre, vu qu'il a un héros et une unité à l'intérieur. C'est 4d6 qui font des réussites de rituel sur 4+, et il en fait 3 premiers tours. Donc ça met tout de suite le niveau pour ce qui est des réussites. Il marque déjà 3 points, c'est un excellent premier tour, même s'il a perdu ses loups funestes. Donc le deuxième tour des rois des tombes, eh bien, il y a déjà une première charge. Il y a une première charge qui sera tentée, c'est les chevaliers de nécropole, bien évidemment, en direction des ghouls. Et oui, parce qu'elles ne sont que 12. Burmatiro les a un petit peu amenés là pour attirer les charges, ça c'est sûr et certain. C'est un peu mieux normalement pour être en flanc, ces choses-là, mais bon, c'est sa stratégie. Je rappelle encore qu'il est un petit peu débutant. C'est la seule charge du tour 2. Pour ce qui est des mouvements, le Sphinx se place à portée de la ruine, et parce que très certainement qu'il va souffler dans les gardes des cryptes. Il avance, Julien, également, ses guerriers squelettes vraiment à un pas de la ruine, mais il ne charge pas avec des pauvres guerriers squelettes contre des gardes des cryptes avec un seigneur vampire dedans. Pour le reste, il replace un petit peu ses archers, vu que le Sphinx ne va
qu'à peine bloquer les tirs de ses autres archers. Ça ne pose pas vraiment de problème. À la magie, il fait un énorme 6 et 5. C'est une énorme réussite de magie. Et en plus, il fait une canalisation derrière. Donc, il est à 12 dés maximum. Il va tenter le Shem avec son mage de la lumière au maximum sur les chevaliers noirs. Il va le réussir, mais il sera dissipé automatique par Biomatiro. Il va tenter ensuite, après, la lumière morte de son argent d'année sur le Vargulf. Et là, malheureusement, faudra pas rêver. Ça suffira à le one-shot. Eh bien, c'est parti pour le déluge de tirs. Ils vont tous tirer sur les gardes des cryptes qui sont au centre. Bah oui, hein, c'est normal. Ils sont à couvert lourd, vu je compte quand même que la ruine donne un couvert lourd et annule les bonus de rang. Mais les flèches de Nekara s'en foutent pour ce qui est des touches, enfin des malus. Et le souffle est une touche automatique. Il y aura 16 touches de l'enflammé avec le Sphinx de guerre, qui ne fera que 3 morts dans les gardes des cryptes. Incroyable, l'endurance de 4 et l'armure qui est réussie. Ils ont une armure lourde et un bouclier, donc ils sont plutôt tanky. Et les 20 tirs des archers squelettes ne feront qu'un seul mort. 4 morts en ayant pris un souffle force 4 et 20 tirs dans la tronche. Waouh, c'était résistant incroyablement. Pour ce qui est des corps à corps, bon, les chevaliers de nécropole contre les ghouls vont quand même enlever 1 PV aux chevaliers de nécropole. C'est un mérite à 3 PV, à seulement force 3 chacune. Parce qu'en fait, ils frappent tous en même temps. Les ghouls ont quand même une bonne initiative à initiative 3, tandis que les squelettes et les serpents, enfin les gardes des tombes et les serpents, ont également la même initiative. Donc c'est assez violent. Il y a un seul PV d'enlevé sur les serpents. Par contre, les 12 ghouls sont annihilés au corps à corps, avec une violence incroyable des chevaliers de nécropole, qui vont donc faire une charge irrésistible et directement sortir de l'axe de vue des guerriers squelettes et être bloqué derrière après par l'infranchissable de la statue. Donc voilà, c'est quand même assez violent. Donc tour 2 des contes vampires. Alors là, il va falloir réfléchir aux charges, bien évidemment. C'est une double charge qui est tentée. Les cavaliers noirs et les zombies, avec le nécromant, vont charger le Sphinx de guerre. Et malheureusement, les cavaliers noirs vont louper leur charge. C'est bien dommage, mais les zombies vont y réussir. Pour ce qui est du reste des mouvements, les guerriers squelettes continuent d'avancer pour vraiment se mettre à l'abri et venir menacer un petit peu le hiérophante là-bas avec ses archers. Il reste à portée de 3 pas du cimetière quand même. Les serpents, eux, sont trop loin pour contester. Donc, il va pouvoir relancer des réussites pour le rituel. À la magie, il fait un 5 et 4. Et il y a une canalisation du côté des rois des tombes. Il va tenter un Néek pour remonter les gardiens des tombes et pour avoir encore plus de zombies. Malheureusement, il sera dissipé par Julien. Et Florian tente la danse macabre après sur les guerriers squelettes pour les faire avancer encore plus. Il réussit, il les fait avancer de quelques pas à peine. Tout ça pour rester à portée du cimetière. Pour ce qui est des corps à corps, du corps à corps, c'est les 25 zombies avec le nécromant contre le Sphinx de guerre. Les zombies vont quand même arracher 1 PV au Sphinx, c'est assez incroyable, et le Sphinx va tenter de faire son attaque d'écrasement. Vous connaissez peut-être pas cette règle spéciale du Sphinx de guerre. Il peut frapper avec un gabarit. Il doit d'abord toucher avec une attaque normale, frapper avec son gabarit, et tout ce qui sera sous le gabarit sera touché force 3. Ça sera assez violent contre du zombie. Malheureusement, il va louper sa touche, mais il va quand même faire 6 zombies dégommés entre les mecs au-dessus et le piétinement furieux. Et il y aura 2 zombies de plus qui vont popper à l'insta, mais ça va rester sans problème. Donc, fin du tour 2, les gardes des cryptes et le vampire sont toujours bien au chaud à l'intérieur de la crypte, de la chapelle, et les guerriers squelettes contestent toujours possèdent toujours le cimetière du flanc gauche. Les squelettes ne gagneront pas de réussite à ce tour-là, et le point au centre par le vampire, c'est encore 4 des 6 touches sur des 4+, et il va encore en réussir 3. Il monte à 6 points du compte vampire pour aucun point enlevé par les rois des tombes. Ça va être très compliqué. Donc tour 3 des rois des tombes, il va falloir tenter de rallier tout ça, etc. Mais il va falloir être patient surtout. Il n'y a aucune charge tentée par le tour 3 des rois des tombes. Au contraire, il reforme ses serpents pour avoir les potentielles charges disponibles de tous les côtés. Il fait légèrement reculer ses guerriers squelettes, bien sûr, avec son hiérophante. Vu qu'il est un musicien, il réussit à faire son test de commandement pour pouvoir retirer derrière. Question de se protéger un petit peu des guerriers squelettes. À la magie, il fait un 5 et 4 et il gagne encore un dé avec l'arche. Bref, il a beaucoup de magie. Il a quand même 2 niveaux 1. Après, 2 niveaux 1 et un objet de sort, c'est quand même très intéressant. Il balance le regard de Shem embrasé sur les guerriers squelettes. Non, pardon, sur les gardes des cryptes qui sont dans la bâtisse. Il le balance au maximum, 2 des 6 touches force 6, et il le fait en irrésistible. Donc ça va être
terrible. Et sur les 2d6 touches force 6, Julien fait 4. Donc il fait seulement 4 touches force 6 et il va buter 4 gardes des cryptes. Mais derrière après, le fiasco fera que son mage oubliera ce sortilège et fera un drain de magie. Son mage en fait perd son sort et même perd son niveau de magie. C'est assez terrible. Pour ce qui est après de l'arche qui sera tentée sur les guerriers squelettes, elle sera dissipée par Burmatiro. Au tir, les 20 tirs des gardes des cryptes, les 20 tirs des archers sur les gardes des cryptes ne feront encore une fois qu'un seul mort. Les mecs sont tanky, hein, on va pas se mentir. Et pour le corps à corps, eh bien, le Sphinx contre la douzaine de zombies qui sont encore contre lui. Là, par contre, le Sphinx réussit sa touche d'écrasement. Et c'est un carnage, c'est littéralement un carnage, c'est-à-dire qu'en fait que tous les zombies, en plus des attaques bien entendu des gardes des tombes, des gardiens des tombes et du Sphinx, enfin des pétillements furieux du Sphinx, tous les zombies vont mourir et le nécromancien va popper à l'instabilité. Ouf, ouah, ça fait quand même très mal. Hein. D'une sacrée violence extrême, le Sphinx est donc libéré, mais le Sphinx a été bloqué par ces zombies pendant un tour. Donc, tour 3 des contes vampires, c'est la charge. À nouveau, les cavaliers noirs qui vont charger le Sphinx. Hein, il faut y aller, hein, de toute façon. Ils ne vont pas rester à ne rien faire. Ils abandonnent l'idée d'aller au cimetière sur le flanc droit. Hein. Il faut tomber le Sphinx. Avec un peu de chance, il pourrait aller sur les archers et percer la ligne. Donc voilà, pour ce qui est du mouvement, il reforme ses guerriers squelettes pour voir les serpents, parce que ça sert à rien d'aller chercher les hiérophantes. C'est trop tard, il s'est trop reculé. À la magie, il fait 6 et 2. Une danse macabre va être tentée à tous les contes vampires à 12 pas, c'est potentiel, il peut faire ça. Hein. Et il fera un irrésistible, son seigneur vampire. Purée, mais c'est incroyable. Donc tout ça, en fait, c'est pour tenter d'avoir la relance pour toucher. Hein. Je vous rappelle que ça fait avancer gratos si on le désire, mais surtout, ça fait relancer les touchés manqués. Donc c'est quand même impressionnant quand tu sais que tes cavaliers noirs vont affronter un sphinx de guerre. Il réussit et il fait également un drain de magie. Son vampire oublie son sortilège et perd son niveau de magie. Donc il n'y a plus aucun sorcier du côté des contes vampires. Ça va être dangereux. Et pour finir, le corps à corps, eh bien, c'est le corps à corps de la cavalerie noire, enfin des cavaliers noirs contre le sphinx de guerre. Eh bien, le sphinx de guerre ne va perdre qu'un seul PV. Il n'y a pas de 6+ fait aux blessures. C'est endurance de 8, hein, c'est compliqué. Mais derrière, après, le sphinx et les cavaliers, les gardiens des tombes, incroyablement, vont louper toutes leurs attaques, ou le peu d'attaques qui va blesser vont être tankées par l'armure. Donc, ils ont chargé, ils ont une bannière, ils ont enlevé un PV. Lui, il n'a rien fait. Il est amalgame mort-vivant. Normalement, il aurait perdu 4 PV et il lui restait plus 4 PV. Mais vu qu'il est amalgame mort-vivant, il annule son instabilité de 1 point. Eh bien, il reste tout pile poil à 1 PV le Sphinx. Ça sera difficile de ce côté-là. On termine le tour 3. Et le tour 3 est assez incroyable. Les guerriers squelettes vont tenter de canaliser le rituel et vont réussir une seule fois le 6+, tandis que, encore une fois, les gardes des cryptes au centre réussissent 3 réussites sur 4 en 4+. Burmatiro est assez vénère. Il passe à 10 réussites sur le rituel. Il est donc en pleine victoire contre Vampire pour l'instant. Mais n'oubliez pas que les rois des tombes, s'ils prennent la chapelle à ce moment-là, s'ils arrivent à buter les gardes des cryptes et le vampire, eh bien, s'ils mettent un régiment dedans, ils pourraient annuler jusqu'à la fin de la partie à chaque fin de tour sur des 5+, en jetant 3D des réussites de Burmatiro. Mais pour l'instant, rien n'est joué. Donc tour 4 des rois des tombes, il est en train de perdre la partie, hein, Julien, il est vraiment en train de perdre, donc là, il faut y aller. Il faut faire de la charge, et Julien y va. Il envoie une double charge sur les gardes des cryptes qui sont au centre. Il envoie ses guerriers squelettes avec son prince et il envoie surtout ses serpents, ses chevaliers de nécropole dans le dos des gardes des cryptes. Une double charge sur le régiment au centre. Il reforme après un petit peu ses archers pour s'écarter des cavaliers noirs ou pour voir les guerriers squelettes. À la magie, un beau 5 et 4 avec une double dé de pouvoir en plus pour les rois des tombes. La lumière morte sera tentée sur les guerriers squelettes et il va en annihiler 9. Oh, ça fait très mal. Et derrière au tir, les archers squelettes vont en buter 2 du côté des guerriers squelettes. Donc d'un coup, ça fond vite. Hein, ça fond très vite, on va pas se mentir.
Pour le corps à corps, bon bah alors là par contre, hein, on a 3 chevaliers de nécropole avec moins 1 PV chacun, enfin moins 1 PV sur 1, des guerriers squelettes qui sont buffés à CC1 par un prince des tombes, et 10 gardes des cryptes pris de flanc et enfin pris de dos et de front avec un seigneur vampire qui a la séduction. Un défi sera lancé par le prince des tombes qui n'a pas peur d'affronter un seigneur vampire, un héros contre un seigneur. Eh bien, le Prince des Tombes va perdre 2 PV, mais on va en rester un parce que je vous rappelle que les héros Roi des Tombes ont 1 PV de plus que les autres. Et le vampire va perdre 1 PV de son côté. Par contre, les gardes des cryptes seront tous massacrés par les chevaliers de nécropole dans une violence extrême, ce qui fait que le vampire et le seigneur de Biomatiro va être dépop à l'instabilité en ayant quand même tué 2 guerriers squelettes au passage avec ses gardes des cryptes. Avant qu'il ne meure, c'est assez compliqué, hein, on va pas se mentir. Le combat à ce moment-là s'effondre malheureusement. De l'autre côté, c'est l'inverse qui se passe. Le Sphinx de guerre frappant en dernier, hein, bien évidemment avec son initiative de 1. Les gardiens tombent en haut, frappent et tueront un cavalier noir, mais par contre les cavaliers noirs arriveront à enlever le dernier PV du Sphinx avant qu'il ne puisse frapper, se reformant ainsi. Mais ça va être très 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 compliqué. Mais attention, il reste des contre vampire sur la table à ce moment-là. On est à la fin du tour 4, le seigneur vampire vient de mourir, les chevaliers noirs n'auront aucune perte par l'instabilité provoquée par la mort de leur vampire supérieur, et du côté des guerriers squelettes, il n'en perdra qu'un seul, il fait des bons jets de commandement. On commence le tour 4 des contre vampires, rien ne va se passer au commandement. Incroyable, il n'a toujours pas d'instabilité, ils sont super bien tanky, ces morts-vivants, et il va envoyer ses cavaliers noirs vers le cimetière et laisser ses guerriers squelettes contester l'autre cimetière pour tenter de remarquer des points. À la fin du tour 4, les contre vampires jettent 4d6 et feront des réussites sur des 6+, parce qu'ils ont quand même encore les cimetières par leur dernier mouvement, ils tentent de gagner au scénario, et malheureusement pour Biomatiro, il ne fera aucun 6+ sur 4d, et du côté de Julien, il va tenter de dissiper sur 5+ à 3d, vu qu'il a un régiment Roi des Tombes dans la chapelle, et il ne va rien réussir au tour 4. Aïe 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 aïe. Donc on démarre le tour 5, les contre vampires commencent à s'effriter, il y a un cavalier noir qui meurt, un guerrier squelette qui meurt à l'instabilité, et là c'est le pugilat, hein, bien évidemment, les archers vont se reformer, la lumière morte sera balancée, bref, les contre vampires seront tous massacrés à la fin du tour 5 des Rois des Tombes. À la fin du tour 5 des Rois des Tombes, il jette de quoi dissiper des points de rituel, il a 3D, il jette à 5+, et Julien va faire une triple réussite au tour 5, abaissant le score qui était de 10 pour les contre vampires à 7, ce qui fait qu'on est sur une égalité. Le tour 6 se passera sans combat, comme je vous l'expliquais, et on terminera la partie avec tout simplement une dernière réussite seulement sur 3D réussie par les Rois des Tombes, ce qui fait que la bataille se termine avec 4 réussites pour les Rois des Tombes, 10 au total par les contre vampires, ce qui ramène la game à 6 points pour les contre vampires. C'est une égalité. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de cette fin de bataille? Alors, cette table rase, tu veux dire? Après, c'est là où c'est violent, mais je trouve que globalement, tu m'as mis une énorme pression dès le début en te posant là et en réussissant tes tests à foison. Je perdais la bataille même en gagnant sur le terrain, quoi. Il n'y a que eux, il n'y a que les gardes des cryptes au milieu qui ont fait quelque chose. Les squelettes pendant toute la partie ont fait rien. Ils ont regardé passer les serpents. Ils ont tenté les tests, ouais, mais non, pas envie. Les serpents ont fait le chouchou devant eux. Non. J'ai hésité à aller chercher le hiérophante, j'aurais peut-être dû. Ça t'aurait peut-être obligé de ramener. Ça m'aurait embêté. Après, est-ce que ça aurait fait un retournement de situation? Bah, les serpents auraient peut-être chargé les gars squelettes au lieu des. T'aurais embêté mon arche, mon sphinx, en gros tout ce qui avait qui était isolé, qui pouvait dépoper rapidement. Ça aurait pu, mais je vois. Enfin, c'est vrai que c'est là où les guerriers ils gagnaient quand même du point, donc je pense que les guerriers étaient à leur place. Le résultat donne que t'en as pas tiré quelque chose de toute la game. Donne tort, mais non, après... La position était bonne, mais ouais. le résultat leur donne tort.
Après, là où pour moi, là où je passe avec mes nécro-serpents en face, toi tu passes avec tes cavaliers sur mon sphinx. Mm. Même ce qui t'a embêté, c'est leur perte à la charge. C'est ça, la charge combinée avec les zombies, si ça avait passé. Bon, après, avec des si on refait le monde. Mm. Hein. Mais là, j'ai loupé un gros coche. Après, c'était loin la charge quand même. Ouais. Il fallait faire un 10. Mm. C'était loin. Hein. Mais pour moi, ils ont fait leur game, ils sont allés chercher les points à la fin, donc ils me mettaient quand même la pression. Et moi, c'est... J'ai fait la même erreur que la dernière fois avec avec le Vargus, c'est que j'ai pas été assez agressif avec eux. Avec mes meilleures unités, j'ai pas été assez agressif. Ben moi, enfin c'est vrai que là j'ai beaucoup joué magie, j'ai beaucoup cramé tout ce que je pouvais, et c'est vrai qu'il fallait que je dépop les unités, donc j'ai dépop tout ce qui pouvait Pendant un moment, je me me demandais prendre rapidement de flanc, quoi. Pendant un moment, je me demandais contre quoi je me battais. Des statues, Mais c'était très dur, mais en même temps ton positionnement au milieu, les gardes des cryptes avec un seigneur vampire, je me demandais comment j'allais y aller. En face, c'était pas des chips, mais ça faisait pas envie. J'ai envoyé tout ce que je pouvais dedans, quoi. J'avais que ça de solide à envoyer dedans. Mais moi, ça m'a fait très mal. Et à la fin, il faut que j'envoie 2 unités pleines balles pour renverser la situation. Et mes Néèques qui ont tous foiré. Les Néèques qui ont tous foiré, Non, tu as mais tout dissipé, ouais, Je sais c'est... pas pourquoi tu les as dit. Ouais, c'est ça. À chaque fois, bah, j'avais pas mal de dés. À chaque fois, Et le Nécrosphinx en a profité pour tout ratiboiser. Mais moi, vraiment, ceux qui me sauvent, c'est vraiment les chevaliers de Nécropole qui se sont fait là en face d'eux tout ce qui était ghoul. Et après, en se retournant, sont revenus par derrière et avec la double charge. J'hésitais à les charger avec les Gaia Squelettes pour les ralentir, pour faire quelque chose, mais. Ouais, si t'aurais pu gagner un tour et m'empêcher, mais au bout d'un moment, fallait que j'y aille. T'étais à 10 points au milieu de la partie. Et je pouvais que faire dépoper là. Les cimetières, ça comptait rien pour moi. Donc tu pouvais que gagner des points. Et je me demandais comment ça allait faire. Et finalement, ça s'est pas trop mal goupillé pour moi. La danse macabre qui a bien aidé au début parce que j'étais à 9 pas, donc avec la marche forcée j'étais juste à un pas de l'église, et la danse macabre m'a bien aidé à rentrer dedans dès le début et à te mettre la pression. Puis à la fin, le défi, je me suis dit, bon, faut que je le tente, parce que s'ils sont vampires et ils me découpent du guerrier et que ça me fait... et qu'ils restent là avec ces gardes des cryptes, je vais pas gagner... Tu vas pas gagner de points, je vais pas en gagner non plus. J'ai mis trop de points dans ce seigneur. J'aurais dû prendre un peu plus à côté. Ou peut-être un héros, mais avec un niveau 2, et t'aurais peut-être du coup pu avoir un EEC en plus. Peut-être une Banshee en plus pour pouvoir te crier dessus. Peut-être, mais c'est vrai que moi j'aurais mis peut-être plus de NEEC, parce que c'est vrai que c'est là où tu te dis en fait, t'as perdu des unités et à chaque fois t'as pas pu les repopper. Imagine les gardes des cryptes qui à chaque fois en remettent. J'aurais dû prendre un héros vampire niveau 2. Ouais. J'aurais eu le NEEC en plus de la danse macabre. J'aurais peut-être attaqué plus tôt, tu vois, parce qu'il m'aurait peut-être fait moins peur. Là en même temps, c'était quand même un épouvantail de dire attends, c'est un seigneur vampire, je peux pas y aller comme ça avec une unité. J'avais rien en face qui pouvait faire mal, même un sphinx, mais un sphinx tout seul face à des rangs de. Bah, le sphinx, t'aurais dû le jumeler avec ton prince. J'ai tout envoyé dans tes gardes des cryptes, la magie, le feu ardent, ils sont restés et il a fallu une double charge. Enfin, franchement, pour moi, c'était ton unité du match. Ils ont été résilients, ils ont bien tenu. Moi, mon unité. Pour moi, ton unité, c'est quand même ton arche et bien. L'arche qui. Et ton héros de la lumière. Ouais, parce que ça tue quand même. Ça tue quand même tous ceux qui pouvaient me passer sur les côtés, donc qui m'auraient. C'est moi qui aurais pu finir annihilé au final. Les loups ont sauté aux archers, je crois. Ils ont. Ouais, mais voilà, c'était les. Là, je crois que c'est un regard embrasé de Shem qui termine Tello. Et après, il en restait un, et je crois que j'en ai tué un aux archers, je crois. Mais. Le Vargulf, lui, il a. En fait, il a focus 2 tirs d'arche. C'est juste ma malchance qui fait que je le joue mal, en fait. Non, mais en même temps, t'es un monstre. Je l'ai placé trop loin de mon seigneur. Ouais, il était peut-être trop loin. C'est ça, le début. Là où tu perds 3, il était trop loin. Je comptais sur son mouvement, sur sa marche forcée à 16 quand même, pour pouvoir passer derrière. Mais après, il est pas si mal joué. Après,
forcément, moi, je le focus avec l'arche parce que en face, je sais qu'il est aussi dangereux que moi, un sphinx, quoi, pour mon armée. Si moi j'avais eu le regard de Nagel, j'aurais snipé ton Mm. sphinx aussi. Hein. Mais c'est kiff Les deux grosses bêtes étaient là pour faire peur. Mais après, c'est ça qui joue. Mais moi, vraiment, les chevaliers de nécropole, sans eux, je gagne pas. Déjà, ils renversent les ghouls, ils reviennent à la fin, et c'est eux qui entrent dans le... C'est eux qui font les 3D, puis c'est eux qui entrent, qui prennent le bâtiment. Les unités du match, c'est soit ton arche, soit tes chevaliers, et de mon côté, c'est vraiment mes gardes des cryptes et mon seigneur. Ben, malgré la table rase, c'était quand même assez bien, mais j'ai vraiment subi, j'ai pas pu vraiment attaquer, je suis... Mais après, c'était scénario, je devais gagner des points. Mais au scénario, ça m'a foutu une pression, et même en gagnant, je me disais, mais comment je vais pouvoir réussir à inverser la tendance, et à la fin, c'est une vraie égalité, et pour moi, c'est juste. Hein. Quand tu m'as fait -3, j'ai sué. Et c'est vrai, il restait 2 tours, mais à la fin, je trouve que c'est normal que ça soit une égalité. Parce que dans la partie, tu as tout donné, moi aussi. Et je vois, il n'y a pas vraiment de décision autre pour moi, juste que l'égalité, quoi. Bon, bah, je vais revenir avec un héros vampire cette fois, vu comme il a pris une belle branlée. Il a juste perdu un PV, donc ça le ramène à un stade de héros. Et bah, je vous laisse choisir là où est-ce que je vais aller après. Vous allez voter en commentaire. Qu'est-ce que je vais affronter après. Soyez gentils, s'il vous plaît. Ça sera que ma troisième partie. Hein. Après, il faut voir ce qui est éligible, mais normalement, bon, on va pas mettre des... Les lunes funestes, s'il vous plaît, non. Pas des orques et pas des scavanes. Pas des gobelins, surtout. Les orques, ça allait. C'est des gobelins qui... Après, bon, il n'y aura pas peut-être de lune funeste cette fois-ci. Donc, à une prochaine. J'espère revenir assez vite. Allez, salut. Bye bye. Bon, et ben voilà, j'espère que cette bataille vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos ressentis sur le fait que je ne vous ai pas proposé de After Effects ce coup-là. Vous savez, la vision en numérique par-dessus. J'avais envie de tester. Je voulais tester un petit peu une nouvelle mécanique pour l'été. N'hésitez pas à me le dire, soyez constructifs s'il vous plaît, bien sûr. Merci à mes joueurs, bien évidemment, hein, d'avoir participé, d'avoir joué le jeu. J'espère que cette bataille vous a tenu en haleine. Et pour moi, en tant que Game Master, c'était super sympa de la proposer à mes joueurs. Je les en remercie. Merci à tous. N'oubliez pas de nous rejoindre, bien évidemment, sur Twitch si vous voulez du lore, de la bonne ambiance, lundi, mercredi et vendredi, tous les soirs. Et bien évidemment aussi, si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à participer sur le Tipeee avec toujours autant de plaisir. Merci à tous. On se retrouve bientôt pour un nouveau rapport de bataille. Portez-vous bien. Ciao.